messieurs, à nouveau, bonjour. Dans la dynamique de sortir des mots qui minent son fonctionnement, l'Assemblée spéciale des fêtières des professionnels des médias a mis en place en décembre 2021 un comité pour la relecture des tests fondamentaux des médias. Quelques mois après les dits travaux, les membres du comité ont rendu leur rapport le 3 mai 2022. Le dit rapport a été soumis à examen puis validation le 27 mai 2022. L'idée en réalité est de donner un nouvel envol à la presse, mais des voix s'élèvent déjà et contestent le travail abattu, créant à une certaine exclusion. S'achemine-t-on alors vers une guerre entre professionnels des médias? Les recommandations issues de cet atelier ont-elles des chances de prospérer? Des préoccupations auxquelles va répondre mon confrère André Dossa, qui est notre invité. Il est le président de la commission scientifique et communication de l'atelier. Chers confrères, bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté. Téléspectateurs de E-Télé. Voilà, merci d'avoir accepté nous édifier sur le sujet qui fâche actuellement dans notre corporation. Oui, je viens surtout partager avec vous ce qui s'est passé, le contenu de cet atelier, les grandes conclusions de réflexion des professionnels des médias à l'occasion de cet atelier. Ça va être peut-être un exercice un peu difficile pour moi parce que c'est un peu l'arroseur qui se retrouve dans une posture. J'espère que je ne serai pas arrosé. Non, pas du tout. Ce sera un débat, voilà. Un débat, un entretien à bâton rompu, puisque d'ailleurs vous êtes habitué. On va essayer. Voilà. Habitué à poser des questions et non plutôt et non à répondre aux questions. Donc, moi, je me retrouve heureuse de poser les questions aujourd'hui. Alors, on va y aller pour permettre à nos téléspectateurs de savoir un peu de quoi nous parlons, quand bien même mon introduction a quelque peu planté déjà le décor. Alors, ma première question à vous poser, Monsieur Dossa, c'est de savoir à quel besoin répond concrètement la relecture des tests dont les travaux font actuellement polémique. Merci beaucoup. Cet atelier, cette initiative, pardon, de la relecture de nos tests répond à un besoin simple, c'est une demande des professionnels des médias. Vous savez, depuis quelques années, notre secteur est en proie à un certain nombre de difficultés. Le secteur des médias est à l'agonie en ce moment dans notre pays. Les entreprises de presse suffoquent pour celles qui réussissent à se montrer résilientes face aux nombreux facteurs qui nous assaillent. Ou alors, c'est qu'elles ont tout simplement disparu. Beaucoup d'organes de presse ont disparu depuis quelques années dans notre pays. Et ça va crescendo. Donc, on assiste de plus en plus donc, à la déconstruction de nos acquis au niveau des médias. Alors, les acteurs ont commencé à se prononcer, à exprimer le besoin de s'asseoir, d'agir, de faire quelque chose pour arrêter un peu cette saignée-là. D'où l'idée donc de faire des réformes. Alors, on a longtemps espéré que les pouvoirs publics, sous l'impulsion du gouvernement de la rupture, puissent nous proposer des actions, agir dans notre secteur pour l'épanouissement des acteurs de ce secteur-là. Mais à quoi avons-nous assisté? C'est que la nouvelle dynamique impulsée par le pouvoir de la rupture a été pour nous plutôt, en quelque sorte, je vais dire, fatale. Parce que déjà, vous voyez, nous n'avons plus l'aide de l'État à la presse privée. Oui. C'est ces ressources-là que l'État mettait à la disposition des médias qui permettaient par exemple d'animer la vie associative. Je ne vous apprendrai rien en disant que nous, journalistes, ne cotisons pas pour animer nos associations. Déjà, nous ne sommes pas très nombreux à adhérer, à militer dans ces associations-là. Et pourtant, la vie associative au niveau des médias dans notre pays, le Bénin, s'anime au sein de nos associations, à savoir les associations professionnelles des médias, l'UPMB pour ce qui concerne les journalistes et les autres personnels des entreprises de presse, le CNPA pour les promoteurs et les patrons de presse. D'accord? Mais nous ne cotisons pas pour faire vivre ces associations-là. D'accord? Et du coup, c'est sur la base de l'aide de l'État à la presse privée qu'on prélevait des ressources
et les mettre à la disposition de ces associations-là pour leur permettre de fonctionner. L'aide de l'État, ça fait des années qu'on l'a plus, et les associations également sont rentrées dans une sorte de léthargie, puisqu'il n'y a pas de moyens. Déjà, les financements des médias par des organismes internationaux tels que Konrad Adenauer, Friedrich Ebert, et ainsi de suite, tout ça a vécu, on ne les a plus depuis fort longtemps. Alors, quand c'est comme ça, c'est qu'il faut forcément procéder à des réformes. Il faut agir. Déjà, se réorganiser. Le chef de l'État a ouvert une brèche sur vos antennes lorsqu'il était intervenu dans une émission. Et il a montré sa disponibilité à accompagner les médias pour peu que nous-mêmes nous fassions des réformes. Vous savez, le chef de l'État, j'ai l'impression qu'au nombre des mots auxquels il est perméable, il est plus réceptif, c'est réforme, la réforme. Et Dieu sait combien il en a amorcé à la tête de notre pays depuis qu'il est au pouvoir. Et cette brèche-là, nous devions nous y engouffrer, saisir la balle au bon, en tout cas le prendre au mot et agir, lui montrer que bon, nous-mêmes nous sommes réorganisés. Nous avons assaini notre secteur, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, la plupart de ceux qui parlent au nom des médias n'en ont pas la légitimité. Aujourd'hui, il est encore nécessaire, malgré que cela figure dans le code de l'information et de la communication, il faut encore assainir le statut de journaliste. C'est quoi le statut de journaliste? C'est qui le journaliste? Qui est-ce qui peut être considéré comme tel dans notre pays? C'est qui patron de presse? Qui faut-il appeler ainsi dans notre pays? Je crois qu'il faut, normalement, on doit pouvoir assainir tout ça, faire le point à ce niveau-là. Et une fois qu'on lui montre qu'on a pris sur nous d'assainir notre corporation, de vider un peu les mauvais grains, en tout cas les mauvais éléments qui peuvent en quelque sorte ternir l'image de cette corporation, et que désormais nous avons assaini la corporation, que nous sommes prêts à aller dans le sens des réformes, il n'aura pas le choix, on pourra le prendre au mot, on pourra l'obliger à agir. Donc voilà entre autres facteurs, éléments qui ont nécessité l'organisation d'une relecture de nos textes. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on veut faire des réformes au sein des entreprises de presse, des personnels de presse, sans d'abord passer par les textes qui régissent nos associations professionnelles. Vous savez, l'UPMB, qui est l'association, la fêtière des associations des journalistes dans notre pays, a été mise en place depuis plus de 2 décennies. C'est-à-dire quoi? C'est à l'occasion des tout premiers états généraux de la presse béninoise de 2002. Moi, j'étais tout jeune stagiaire au quotidien Fraternité. Quand les aînés de l'époque ont mobilisé la corporation au cours des états généraux, et à l'occasion de ces états généraux, ils ont estimé qu'il faille regrouper la myriade d'associations qu'il y avait à l'époque, UJPB, AJP, et tout, il y avait un tas d'associations professionnelles. Il n'avait presque pas de légitimité en réalité. Non, chacun, en fait, essayait de regrouper quelques amis, c'est pas affinité, on créait une association. C'est vrai, il y en avait qui entreprenaient beaucoup, qui se battaient pour avoir des financements, des formations au profit des professionnels des médias, mais on ne pouvait pas continuer comme ça à aller en rang dispersé et espérer vraiment une corporation soudée qui puisse porter des causes communes. Alors, ils ont estimé à l'époque donc qu'il fallait créer 2 fêtières. Une, le PMB, l'Union des professionnels des médias, qui regroupe les journalistes et l'ensemble des personnels des entreprises, mais l'autre, comme je l'ai défini tout à l'heure, le patronat, le Conseil national du patronat de l'audiovisuel, voilà, dans notre pays. Et ces associations-là ont commencé à travailler, chacun dans son domaine, étant donné que les intérêts des personnels des médias, des entreprises de presse, ne peuvent jamais être les mêmes que les patrons de presse. Mais il s'est avéré qu'il y a des chantiers que nous partageons, et personnel des médias et patrons de médias. Et donc, il fallait trouver un creuset pour ensemble porter ces chantiers-là, porter ces défis-là, d'où la création d'un creuset qu'on appelle Assemblée spéciale. L'Assemblée spéciale, c'est l'union des bureaux de l'UPMB et du CNPA, le Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel, qui forment l'Assemblée spéciale. Aujourd'hui, quand j'écoute certaines interventions, il y en a carrément qui affirment que l'Assemblée spéciale, c'est un groupuscule d'anciens patrons. C'est faux. C'est faux. Alors, donc, l'Assemblée spéciale est la fêtière des fêtières. Qui l'a mis en place en réalité? Mais ce sont justement qui l'a mis en place. C'est-à-dire que ce sont des membres de l'UPMB et du CNPA qui les ont mis en place. C'est nous-mêmes. À l'issue, je vous ai dit, la plupart des structures de la presse aujourd'hui ont été créées, ont été mises en place par les états généraux. Il y en a eu 2. Nous avons connu les tout premiers en 2002, les deuxièmes en 2012, voilà.
sous le président Boni, j'ai eu à l'époque l'honneur de faire partie du comité de suivi des actes, de la mise en œuvre des actes de ces états généraux-là. Et là, les actes n'ont jamais été reçus par ce qui est certain, si on a le temps, on va y revenir. Alors, donc, ce sont ces assises-là qui ont mis en place les structures qui continuent aujourd'hui de régir la vie associative des médias dans notre pays. Donc l'Assemblée spéciale, ce n'est pas un creuset d'amis ou de tout ce que j'entends, on en dit aujourd'hui. Pas du tout. Mais est-ce que ce n'est pas légitime tout ce que vous entendez aujourd'hui? Puisqu'on ne sait pas qui contrôle en réalité cette Assemblée spéciale-là, qui leur a donné cette légitimité. Non, le problème ne se pose même pas en termes de qui contrôle, qui a donné. Non. On poserait des questions de ce genre seulement quand on méconnaît même les structures qui régissent la vie associative dans les médias. L'UPMB appartient au personnel des médias, les journalistes et les autres agents des médias. Le patronat, le CNPA, c'est pour les patrons. Maintenant, quand le défi est commun aux deux entités, ils se retrouvent dans un creuset qu'on appelle AS, qui chapeaute les deux fêtières. C'est-à-dire quoi? Patron et employé, il y a des défis qui nous concernent tous. Nous nous retrouvons au sein de l'AS pour traiter de ces défis-là. Quand la question n'est pas transversale, ne concerne pas les deux unités, chacun est autonome et travaille dans son couloir. Donc l'Assemblée spéciale, c'est une fêtière des fêtières. Et vous savez, au fond, les gens ont déjà tout fait. Le militantisme dans les médias, les gens ont accompli des actes mémorables en la matière. Aujourd'hui, les gens, ils écubent les plateaux de télé, des audiences, etc. et parlent. Mais en ne prenant pas soin. Nous sommes journalistes, c'est l'amour que nous avons. En ne prenant pas soin, d'abord, d'aller lire les textes, de savoir concrètement qu'est-ce qui existe. Concrètement, qu'est-ce que c'est que l'UPMB? Concrètement, qu'est-ce que c'est que le CNPA? Qu'est-ce que c'est que l'AS? Mais on parle, mais en laissant de côté l'essentiel. Puisque nous avons pris pour habitude, André Dossa, de critiquer, que ce soit politique, social, ces différents domaines, quand il s'agit de nous-mêmes, journalistes, quand on veut faire, pourquoi ne pas faire les choses bien pour pouvoir éviter tout sujet à controverse? Faire les choses bien, c'est quoi? Peut-être mettre un organe parallèle, en tout cas, c'est peut-être une projection, un organe parallèle, pour contrôler ce que fait l'AS, puisque ce sont des personnes, des confrères qui sont dans les différentes fêtières, qui sont dans l'organe suprême là. Peut-être créer une brèche pour qu'il y ait des indépendants pour contrôler ce qu'ils font. C'est tout comme si on leur a donné tout pouvoir et ils parlent au nom de tous les journalistes, alors que tous les journalistes ne sont pas forcément membres de cette deux fêtières là. Vous savez, je vais vous donner un exemple. C'est un citoyen. On convoque le corps électoral, on lui demande d'aller s'exprimer dans les urnes pour des élections législatives. Ou même, je suppose, élections communales, pour élire ceux qui vont diriger sa localité. Alors, il décide de ne pas participer à l'élection. Il décide de ne même pas aller retirer sa carte d'électeur. L'instrument qui fait de lui le citoyen qui lui permet d'accomplir son devoir civique. Il décide de ne pas le faire. Alors d'autres citoyens trouvent pertinent d'aller accomplir cet acte-là et le font et élisent à sa place les responsables de la localité. D'accord? Et puis, quand ceux-ci se mettent à l'œuvre et commencent à mettre en œuvre le projet pour lequel les autres citoyens leur ont accordé leur confiance, ils se plaignent pour dire, ah non, pourquoi c'est eux qui dirigent la ville? Au nom de quoi ils vont diriger la ville? Pourquoi ils mettent en œuvre des projets au nom de la ville? Ah non, ce n'est pas possible, ils ne sont pas légitimes. Pourtant, il s'est abstenu d'exercer ce pouvoir qu'on lui a donné. Peut-être que s'il avait voté, d'autres citoyens plus compétents que ceux que les autres ont élus auraient pu avoir l'opportunité de diriger. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. L'UPMB, je le dirai jamais assez, c'est la fêtière des associations des journalistes au Bénin. On va à l'UPMB comment? On adhère, on paye ses cotisations. Comment on se retrouve dans le bureau de l'UPMB? On se retrouve dans le bureau de l'UPMB quand, au cours des assemblées générales de l'UPMB, on a appartenu à des courants de pensée, à des groupes de pression, à des lobbies, ainsi de suite, qui portent votre candidature. Et vous êtes élu. Quand vous êtes élu, vous représentez ceux-là qui ont voté pour vous, ceux-là qui vous ont envoyé. Et vous les représentez aussi au sein de l'AS. Parce que, S-Qualité, membre de l'UPMB, vous êtes au sein de l'AS. Vous comprenez? Moi, en tant que troisième vice-président de l'UPMB, je suis allé dans ce bureau au nom de mon groupe.
Je les ai représentés. Je fais ma deuxième mandature au niveau de l'UPMB. Et je suis membre de l'AS en leur nom. Alors, tout ce que je fais là-bas, je le fais pour le compte de ceux qui m'ont mandaté. Du coup, l'AS est formée de représentants, d'associations, de journalistes, de techniciens, ainsi de suite. Vous allez voir, dans le bureau de l'UPMB, il y a le représentant des graphistes, il y a un représentant des photojournalistes, ainsi de suite. Et ils sont membres de l'AS. À travers eux, ces différentes composantes des médias se retrouvent au sein de l'AS. Vous comprenez? Alors, ceux qui ne s'intéressaient pas à la vie associative, qui ne trouvent pas le nécessaire, le militantisme, et après se retrouvent à l'orée de certains enjeux, à critiquer, vous dire, ah non, non, c'est qui ceux-là? Non, ils sont là. Mieux, quand je dis que les gens n'ont plus rien à inventer, c'est quoi? Il y a quelques années, au cours d'élections des représentants des médias à la HAC, un confrère très dynamique et Dieu sait combien il adore les polémiques, qui aime aller gratter le fin fond pour voir clair dans les choses, a saisi la Cour constitutionnelle d'une kyrielle de recours pour demander qu'on invalide certaines candidatures. Il s'agissait des candidatures de Franck Potiemé, aujourd'hui à la HAC, Mazel Tchibozo, ancien président du CNPA, qui Constant Oumi, ancien président de l'ODEM, ainsi de suite. D'accord? Mais la Cour, puisqu'il avait attaqué le code électoral qui régissait l'élection de nos représentants à la HAC, mais la Cour a donné raison à l'AS, la Cour a conforté l'AS. Cette décision-là existe. Celle-là, par exemple, ça date de 2019. C'est une décision du 7 juin 2019. D'accord? Ces choses-là existent. Je pouvais en citer tant d'autres encore. Décisions, que ce soit de la Cour ou d'autres actes majeurs qui traduisent l'existence de l'AS, qui montrent le rôle de l'AS. Mais pourquoi les gens se réveillent aujourd'hui? C'est à quoi que c'est maintenant en fait qu'on vient de créer l'AS pour des buts opportunistes, etc. Il faut reconnaître que c'est réellement maintenant. C'est vrai que ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est réellement maintenant qu'on entend parler de cette assemblée. Ah non, c'est faux. Lors des autres mandatures, André, de ça, ça, je ne vous apprends rien. On n'en a pas concrètement parlé. Peut-être qu'il n'y a pas. C'est ça le problème que nous avons dans notre corporation. Je ne sais pas comment on a fait pour avoir cette vocation de cordonnier où nous-mêmes, on est tellement mal chaussés. On ne s'intéresse pas à nos associations. Nous sommes l'échelle par laquelle les autres montent. C'est nous qui faisons les politiciens. Et grâce à nous, ils s'épanouissent, ils entreprennent, ils réussissent leurs entreprises politiques. Mais nous-mêmes, on ne sait pas se servir. Regardez, on dit que nous sommes le 4e pouvoir. Mais on ne sait même pas l'affirmer. On ne sait pas l'assumer. Regarde comment nous souffrons aujourd'hui. Peut-être pour plusieurs raisons. On n'arrive même pas à montrer au gouvernement que nous sommes mécontents, que le sous-secteur des médias est à l'agonie et que le gouvernement doit faire quelque chose, doit accompagner les entreprises de presse, qui sont aussi des entreprises, donc qui sont pourvoyeuses de recettes pour l'État, d'impôts pour l'État. Oui, on n'arrive même pas à obtenir des choses aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui dans la presse berlinoise, on n'est même pas capable de lancer un mot d'ordre qui va être suivi par les acteurs. Oui, parce que nous avons délaissé nos associations. Parce que justement, ces projets que nous-mêmes nous avons mis en place pour nous représenter, on les a abandonnés. Et on ne s'en souvient que quand il y a des enjeux. On ne s'en souvient que quand il y a intérêt, il y a élection, ainsi de suite. Ça ne peut pas demeurer ainsi. C'est pourquoi il faut faire des réformes. Et les réformes ont été impulsées. Pour en revenir à votre première question. Nous sommes toujours sur le diagnostic. C'est au sein de l'AS que la décision a été prise de procéder à une relecture des tests de nos associations, UPMB, CNPA, et les bras techniques de ces fêtiers-là, que sont l'ODEM, qui est le tribunal des pairs, c'est un peu notre police au sein des médias, la maison des médias, qui est un cadre offert aux professionnels des médias pour s'épanouir, pour animer, pour faire vivre la vie associative. Vous savez, il y a quelques années, moi et mes amis, les vendredis étaient dédiés à la maison des médias. Parce que cette maison grouillait de monde, ça vivait. Tous les journalistes se retrouvaient là, on partageait les expériences, on partageait les bonnes pratiques, on échangeait, et c'était bien. Les vendredis, moi j'ai des confrères à l'international, à qui j'aimais montrer que je passais mes journées de vendredi
dans la maison des médias. Les pays où il n'en avait pas, ils nous jalousaient. Ouais, aujourd'hui, la maison des médias n'offre plus cette possibilité parce que les associations ne fonctionnent plus comme cela devrait. Pourquoi vous voulez qu'on reste comme ça, qu'on demeure dans cette léthargie-là? Ce n'est pas possible. Alors du coup, l'Assemblée spéciale a mis en place un comité pour relire nos tests. Vous savez, ce comité a été mis en place depuis 2021. Depuis 2021. Oui, et a travaillé pendant des mois. Oui, bien avant qu'on en vienne aux travaux de ce comité-là, le diagnostic, vous l'avez fait, il est bien pertinent, mais les problèmes, c'est-à-dire les récriminations ont commencé déjà au niveau du choix des membres de ce comité que vous avez mis en place en décembre, quand l'Assemblée spéciale a mis en place en décembre 2021. Quels ont été les critères de sélection de ces membres-là? Qui a été consulté? Vu qu'il s'agit de notre vie professionnelle, à nous tous journalistes, qui sont ceux-là qui ont été consultés et comment les avez-vous sélectionnés pour que ça fasse autant jaser André Dossa? L'Assemblée spéciale est composée d'acteurs qui sont membres des bureaux des fêtières, dont les représentants, jusqu'à nouvel ordre, des journalistes, c'est-à-dire des professionnels des médias du Bénin. D'accord? Ce sont eux qui ont pouvoir pour agir au nom des associations, au nom des professionnels des médias. Alors ce sont eux qui ont mis en place un comité. Et le comité est composé par des représentants de chaque association. Le PMB a désigné, le CNPA a désigné, mais les médias ne se sont pas contentés d'y mettre seulement les acteurs du secteur. Ils se sont ouverts à l'intelligence d'autres acteurs pour nous accompagner. C'est comme ça que, par exemple, le directeur général des médias s'est retrouvé dans ce comité et qui a beaucoup apporté à ce comité. Vous voyez. Et ce comité a eu comme mandat de faire une proposition, de reprendre les tests et proposer des options pour leur amendement. Et le dit comité a consulté beaucoup d'acteurs, y compris des acteurs hors de notre milieu professionnel. D'accord, vous demanderez qui sont-ils? Est-ce qu'il y a une liste disponible? Les acteurs, j'ai lu des choses comme ça. Les acteurs du secteur de la société civile, ainsi de suite. Et puis, il y a même des conseillers à la RAC qui ont été consultés. Certains parmi ces conseillers n'ont pas jugé utile d'apporter leur expérience, d'apporter leur lumière à ce travail qui pourtant aussi les concerne. Et parmi les conseillers dont je parle, moi je suis triste de constater qu'il s'agit des nôtres, des conseillers qui appartiennent à ce secteur, qui devraient, de mon point de vue, être les tout premiers à s'intéresser à une telle activité, mais qui n'ont pas cru devoir accompagner le travail qui est fait. Donc, ce comité a consulté beaucoup d'acteurs capables de nous apporter quelques idées pour améliorer ce que, parce qu'à nous tout seuls, on ne peut pas tout faire. Il faut s'ouvrir aussi à l'intelligence des autres pour espérer profiter de leur lumière. C'est ce qu'on a fait. Et ce comité a rendu son rapport. Le 3 mai, ce qui a fait objet d'activité officielle de célébration du 3 mai au Bénin, c'est justement la cérémonie officielle de remise de ce rapport à l'AS. Moi, personnellement, j'ai été à cette cérémonie parce que lorsque le comité a été mis en place, je suis membre de l'AS, mais je ne me suis pas intéressé à ça au départ. Et ça a commencé à durer. Et c'est là où je me suis interrogé, mais pourquoi cette affaire, ça prend tout ce temps? Il faut que je m'intéresse. J'ai commencé à échanger avec des membres du comité. Et c'est là où j'ai appris les difficultés auxquelles le comité était confronté, à savoir c'était des acteurs qui ne réagissaient pas. J'en ai donné quelques exemples tout à l'heure. Alors, à partir de la remise du rapport, moi et mes amis, on a commencé à se mobiliser pour voir le contenu de ce rapport, ce que nous-mêmes nous pensons. Parce qu'en fait, le comité de relecture n'a fait que faire vous avez des propositions. André Dossa, vous avez eu au moins la chance d'être membre de cette assemblée spéciale, donc vous avez plus la facilité d'avoir accès au dit rapport. Nous allons revenir tout à l'heure à cette accessibilité du rapport, mais depuis l'idée de relire les différents tests jusqu'à la mise en place de ce comité-là, est-ce que vous avez senti l'engouement de tous les confrères? Pourquoi n'avoir pas ventilé
cette information pour qu'on sache, nous tous. Parce que c'est le 3 mai que la plupart des journalistes ont su qu'il y a un travail comme ça en cours. Je vous expliquerai pourquoi ce regain d'intérêt, pourquoi tout à coup, brusquement, les gens ont commencé à manifester leur intérêt pour ça. Je vous le dirai. Mais avant, vous savez, à quel moment, je sais, je ne pourrais pas vous poser des questions, mais à quel moment avez-vous vu des journalistes s'intéresser réellement aux activités de leurs associations quand ce n'est pas pour des élections, quand ce n'est pas l'occasion d'assemblée générale élective pour élire les bureaux? Les professionnels des médias ne s'intéressent pas à leurs associations. La question reste posée quand même. D'accord, je viens. Ils ne s'intéressent pas, ne s'intéressaient pas à leurs associations. Mais la mise en place de ce comité n'a pas été faite en catimini. Il y a eu quantité d'annonces, de communiqués, d'appels. Sur quel, mais oui. Sur quel ça me, canaux ce sont sur nos médias classiques ou bien si c'est sur le digital, nous sommes tous sur les réseaux sociaux. Je suis un peu triste d'avoir à répondre à cette question parce que nous sommes ceux par qui les autres sont censés s'informer. Et nous-mêmes, nous ne nous informons pas sur ce qui nous concerne. C'est un mal de la profession. Parce que tant qu'on n'a pas un intérêt immédiat dedans, on ne s'intéresse pas à ça. Et j'espère qu'un jour ça va changer. Et pour que ça change, c'est qu'il faut faire des réformes. Non, mais peut-être que ce n'est pas systématiquement cela. Puisque comme je vous le disais si les associations ne sont pas peut-être attractives, la remise si les associations ne sont pas attractives et qu'on observe aujourd'hui ce manque d'engouement, ce manque d'intérêt des professionnels, c'est parce que peut-être il faut absolument réformer ces associations-là et changer les tests pour montrer aux professionnels des médias que ces associations sont maintenant gérées autrement et que désormais pour être membre de ces associations, les critères ont été revus, ainsi de suite, et les faire adhérer à ces associations-là. Moi, je rêve d'associations des professionnels des médias assez solides, résilientes, autonomes, fortes et capables de faire face au pouvoir public et leur dire, voici nos problèmes, voici ce que nous avons. Nous ne sommes pas contents parce que, regardez, on a décidé de créer un fonds, le FADEM. On dit, il faut que vous alliez à ce fonds-là pour qu'on vous mette les moyens à disposition. C'est créé depuis des années. Ça a fait l'objet de quantité de séminaires, d'ateliers, de colloques, et tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas opérationnel. C'est-à-dire, on a tout fait, on a fait quantité d'activités, mais pour que jamais ce fonds ne soit opérationnel. Alors que ce fonds est destiné à sortir l'entreprise de presse béninoise de sa torpeur actuelle, à financer l'entreprise de presse pour qu'elle soit des entreprises viables, capables de bien traiter, bien payer les personnels des médias. Vous savez, ça c'est une activité importante, une activité majeure pour notre secteur, mais ni les politiques, ni... En fait, tous les acteurs concernés se taisent. Ils mettent le main à la tempe et nous regardent. Rassurez-vous, alors, donc, nous avons sur il n'y a pas de souci. Il y a pour poser toutes les questions que vous voudrez. Vous pouvez être rassuré. Alors, moi, je rêve d'associations fortes, oui, capables de faire bouger les choses, capables de faire bouger les décideurs, en tout cas pour ce qui concerne nous-mêmes, nos préoccupations. Parce que ce n'est pas à nous que les autres arrivent à régler leurs problèmes. Alors, si vous voulez me relancer sur votre question. Je disais, je tenais à l'intérêt de tous par rapport à ce travail. Ce n'est pas fait en catimini. Laissez-moi vraiment poser la question. D'accord. Ce n'est pas certes fait en catimini, mais est-ce que vous êtes sûr aujourd'hui que peut-être nos jeunes confrères qui sortent des écoles, qui ont peut-être 2 ans d'expérience, en savent quelque chose? Est-ce qu'ils ont été informés? Si ce n'est peut-être les invitations pour couvrir la remise du rapport et tout ce qui s'en est suivi, est-ce que vous êtes sûr vous militez dans quelle association au sein des médias? Je suis dans la cellule des femmes de l'UPMB. Exactement. Alors, en tant que membre de la cellule des femmes de l'UPMB, vous êtes représenté au sein du bureau de l'UPMB et vous êtes représenté au sein de l'AS. Jusqu'à ce que vous retiriez votre confiance à votre représentant au sein de ces instances-là, mais elle continue de vous représenter, d'agir en votre nom. C'est ce que moi j'ai fait avec ceux qui m'ont mandaté, ceux qui m'ont aidé à être dans l'Assemblée spéciale. Je leur rends compte, je leur dis ce qui se passe et ils me donnent des orientations. On confronte les idées, on fait nos amendements que moi je porte quand j'interviens dans ces instances-là. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est comme ça que ça se passe dans tous les pays. On ne va pas réveiller le jeune journaliste pour dire viens, on a te fait test. Non. Il y a des bureaux, il y a des associations dont le rôle, c'est d'organiser la profession, c'est d'organiser la vie associative, l'animation de la vie associative. Et c'est dans ce creuset-là que se déroule
le projet de relecture de nos tests. Et vous savez, commettre un comité pour relire un test, c'est-à-dire faire des propositions d'amendement à un test, ne veut pas dire que d'emblée, d'office, les tests sont amendés et c'est fini, c'est validé. Bien sûr. Non, il ne s'agit que de propositions. Moi, je vais vous raconter une anecdote. Le 3 mai, je me suis rendu à la Maison des médias à cette cérémonie avec une idée très claire dans ma tête que je m'opposerais, mais farouchement, à la suppression des élections pour désigner les représentants des médias à la HAC. Moi, c'était ma position. Et là-dessus, j'étais totalement intransigeant. Et j'avais également l'adhésion des miens. Et moi, je suis allé à cette cérémonie. Et j'ai rencontré d'autres confrères qui partageaient le même point de vue. Et qui m'ont dit, non, 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 pourquoi vous voulez? Mais j'ai dit, mais au fond, le travail que le comité a fait, c'est un travail plus large que ça. Ce n'est pas seulement de la question de désignation qui est la question. Quand bien même, aux dernières élections des représentants des médias à la HAC, on a assisté à des dérives mais inimaginables. Il y a eu des meetings, des journalistes ont fait des meetings comme les politiciens pour aller à la HAC. Il y a eu des concerts pour aller représenter les professionnels des médias à la HAC. Vous savez, les élections des représentants des médias à la HAC, dans notre pays, chaque 3 ans, c'était 4 ans maintenant, il y a l'alignement des médias, des mandats, et ça va passer à 5 ans. Vous savez, chaque année, le chiffre d'affaires de cette entreprise de désignation des représentants des médias à la HAC, ça dépasse 100 millions. Vous-même, vous constatez le contraste quand il s'agit de moyens pour pouvoir survivre, on n'en a pas, on demande une aide, mais quand il s'agit d'élections, maintenant, on sort la grande artillerie. La CEA-RAC, c'est-à-dire la commission électorale qui organise cette élection, son budget tourne autour de 30 millions. D'accord? Alors, si vous êtes candidat sérieux pour aller à la HAC, vous avez un budget minimum de 20 millions, voire 30. Parce que lorsque les confrères soupçonnent même que vous avez envie d'aller à la HAC, lorsqu'on vous regarde, on regarde votre visage et on subodore que vous avez des ambitions pour la HAC, mais tous les matins, on vient vous voir avec une ordonnance, ma femme a fait césarienne, aide-moi, je n'ai pas payé la 2e tranche de mon enfant, écoute, moi, mon loyer, je n'ai pas payé, on veut me renvoyer, parce qu'on pense que tu veux aller à la HAC. Alors, nous ne sommes pas des politiciens. Peut-être que nous apprenons un peu trop. Si je suppose, puisque c'est dans 3 secteurs qu'on désigne les représentants, à savoir presse écrite, audiovisuel, journaliste, monteur et technicien. Chaque candidat dépense. Celui qui n'a pas du tout dépensé, ça va au moins dans les 10 millions. Donc du coup, on se retrouve à dépenser dans ce pays, dans les médias, chaque 4 ans, 100 millions, voire plus, pour envoyer des gens à la HAC. L'argent la sort d'où? Moi, je me suis abstenu. Toujours sur l'anecdote où nous sommes. Oui, moi je me suis abstenu d'aller aux élections à la HAC à cause des moyens. À cause des moyens. Parce que je ne me vois pas en train de... J'ai peut-être des amis qui peuvent m'aider, mais on ne peut pas me donner tant d'argent que je dilapide pour dire que je fais campagne pour aller à la HAC. Vous voyez, il en est de même pour beaucoup de professionnels des médias. Alors, avant, on ne faisait pas une élection des représentants à la HAC. C'était une désignation. D'ailleurs, la loi dit 3 représentants désignés par les médias. Même si le mot de... D'accord. Et on faisait une désignation. Les années là, ils s'asseyaient, et ils se regardaient, bon, toi tu veux, etc. Et puis on désigne quelqu'un qui allait à la HAC. Puis, la question de l'élection est apparue, je crois que c'était vers la fin le mandat de Kérékou II, là. Et puis, mandat Bouniaï, c'était des périodes, je vais dire, en tout cas, heureuses pour le secteur des médias, où Dieu a fait la grâce à certains acteurs d'être bien, d'être épanouis. L'idée est venue, et puis aussi il faut dire que les ambitions grandissaient. Il y avait de plus en plus de gens qui s'intéressaient à la HAC. Donc l'idée d'élection est apparue.
Là, André après, Desains, vous entrez un peu dans les recommandations qui ont non, été... pas encore. Bon, d'accord, si vous voulez. Alors, donc, non, du coup, on y reviendra. de toute façon. Parce que ce qui pose problème aujourd'hui, c'est le travail qui a été fait. Alors, comment le travail donc, a été fait, surtout. Pour en venir donc à non, je vous l'ai expliqué, c'est un comité Oui, bien sûr. à qui on a donné un cahier de charge, qui s'est donné les moyens de réussir sa mission. Et quand ils ont réussi la mission, fini la mission, ils ont rendu le rapport. Ce rapport de 129 pages, le président de l'AS, dans la foulée, au cours de cette même cérémonie, dans son discours, a dit que ça ferait l'objet d'une plus large consultation au sein de la profession. D'où l'idée d'organiser un atelier. L'atelier, ce n'est pas pour aller entériner les tests proposés par le comité de relecture. C'était un atelier pour davantage réfléchir, s'approprier ce rapport, dépouiller ce rapport et l'ouvrir à l'intelligence d'autres acteurs et des médias et d'autres personnes. On a invité aussi des membres de... Il a été validé au finish? Non, jamais. Voilà aussi l'amalgame que les gens font. On n'a jamais validé. On ne dote pas des associations, des professionnels des médias, de tests au cours d'un atelier. Pas du tout. Même l'Assemblée nationale, lorsqu'il est question de se pencher sur une loi, de légiférer sur une matière, les députés ils font une retraite, ils font un séminaire, ils réfléchissent, ils appellent d'autres acteurs qu'ils écoutent pour améliorer le projet. Et une fois bien outillés, ils vont à l'Assemblée nationale. Puis les députés font leurs amendements en fonction des outils nouveaux qu'ils ont pu recevoir au cours des séminaires, ainsi de cours de consultations, avant de procéder au vote de la loi. L'atelier avait seulement pour objectif d'ouvrir le débat autour des propositions du comité de relecture. Et la seule communication d'ailleurs de cet atelier a porté sur la présentation du rapport par le directeur général des médias, Lévi Ayemi, qui a présenté. Et vous savez, après sa présentation, mais les observations dans la salle étaient plutôt dans le sens d'une satisfaction. Il n'y a pas eu de rejet dans la salle. C'est pas ce qu'on a eu dire, hein, André Desains. Dire, vous avez bien dit, oui dire. Je vous ai dit, nous sommes dans une période... moi, je n'y étais pas. Nous sommes dans une période de grandes manœuvres, de grands enjeux, de grandes tentations aussi. Okay. Beaucoup de confrères qui étaient disent que ce n'était pas l'unanimité, hein, André Desains. On n'est pas allé, je vous dis qu'on n'est pas allé entériner les tests. On est allé améliorer les tests. On est allé dans un atelier pour approfondir les réflexions autour des orientations, des options proposées par le comité de relecture. Vous comprenez? Si quelqu'un vient dire autre chose par rapport à ça, c'est que la personne est en train d'exécuter un agenda qui n'a rien à voir avec les objectifs réels de la corporation. Non, alors, tout ce que moi je faisais remarquer, c'est que la toutes les opinions ne s'accordaient pas. Il y a quand même c'est clair. Justement, on ne peut pas... Non, je n'ai jamais dit ça. J'ai dit... Après ça, le rapport n'a pas été rejeté. Il n'en aura jamais été question d'ailleurs. Parce qu'il a présenté l'outil. Si ce n'est pas rejeté, c'est qu'il est validé. Il a présenté le rapport. Nous, on n'a pas... Aidez-moi à vous faire comprendre quelque chose. On n'est pas allé à Nobila. On n'est pas allé à l'atelier pour entériner les tests, pour dire, bon, à partir d'aujourd'hui, voici les tests de l'EPMB, voici les tests de CNPA. Jamais. Non, ça, c'est l'Assemblée générale de chacune des fêtes. Mais oui, alors vous-même, en fait, le simple fait de vous accrocher à ce qui n'est pas la réalité. Je ne fais que oui, alors vous devez avancer. Poser des questions la réalité, sur la réserve des confrères. À Nobila, moi, en tant que président de la commission scientifique et communication, je n'ai été associé à aucune manœuvre malsaine, à aucun complot visant à bidouiller des tests, etc. Jamais, jamais, jamais. Je vous le dis en vous regardant droit dans les yeux, il n'en a jamais été question. Le travail a porté sur le rapport du comité de relecture. Le directeur général des médias, il appartient à quelqu'un. Il n'est dans aucun cas. Il n'est pas journaliste ayant des ambitions pour ci ou ça. C'est lui qui a présenté le rapport. Même sa présence aussi posait un problème. On ne va pas y revenir non plus. Ça posera des problèmes à des gens peut-être qui ont d'autres agendas. Moi, je ne suis pas dans cette logique. Alors du coup, après la présentation, on a décidé, en tant que président de la commission scientifique et les membres de la commission, d'éclater les participants en des groupes de travail autour des différentes thématiques. On a créé un groupe de travail CNPA pour aller voir de plus près les propositions faites par le comité de relecture pour améliorer les tests du CNPA. On a créé un groupe pour l'UPMB, un groupe pour l'ODEM, un groupe pour la maison des médias. On a créé un groupe pour
l'AS et la désignation. Je reviendrai sur ce groupe-là plus tard. L'AS et la désignation. Oui. Et on a créé un 6e groupe qu'on a intitulé Recommandations perspectives. Alors, c'est ce groupe, moi particulièrement, qui m'a intéressé. Parce que c'est à ce groupe qu'il est revenu le rôle, la mission de réfléchir sur l'avenir de nos associations. Est-ce qu'on va demeurer comme ça, association loi 1901, où l'UPMB, qui a pourtant une vocation syndicale, mais jusqu'à présent, depuis 20 ans, n'a pu adhérer à une centrale syndicale pour aider à faire prospérer nos revendications, nos préoccupations. Donc, ce groupe a eu pour mission de réfléchir sur l'avenir de la profession. On n'est pas allé à Nobila, on n'est pas allé à l'atelier pour parler de désignation de quelqu'un à la hack. D'accord. Contrairement à ce qui se dit. Alors du coup, dans là, vous l'avez clairement, pratiquement scandé. Est-ce que vous me laissez au moins expliquer comment les choses se sont déroulées? Parce que c'est très important qu'on dise aux professionnels des médias qui n'étaient pas à l'atelier comment ça s'est passé. C'est très important. Parce qu'il y a beaucoup d'intoxication. Les gens racontent beaucoup de choses, mais qui sont totalement loin de la réalité. Les différents groupes ont réfléchi. On est revenu en plénière. Chaque groupe a restitué ses travaux, ses recommandations. L'ensemble de ces recommandations, aujourd'hui, constitue les recommandations de l'atelier. Et c'est dans le rapport général. Et il y a des recommandations à l'endroit des différentes associations qui leur demandent d'avoir à tenir leurs assemblées générales extraordinaires courant ce mois pour entériner ou non les différentes options faites par le comité de relecture, approfondies par l'atelier de Nobila Hôtel. D'accord? Donc, on doit s'attendre à ce que l'UPMB convoque ses membres pour dire, voici les actes de l'atelier, les propositions du comité de relecture approfondies en atelier, qu'est-ce que vous en pensez? Libre à eux de dire, ah oui, pour telle option, nous validons, telle nous rejetons, ainsi de suite. Et donc, on va sortir ces AG-là avec les nouveaux tests de l'UPMB. Ce n'est qu'à ce moment-là seulement qu'on pourra dire qu'on a fait des réformes, qu'on a changé la façon de fonctionner, le mode de gestion de nos associations. Pour le moment, ce n'est pas encore fait. Mais les gens parlent comme si on était allé valider. C'est faux. En tout cas, moi, c'est pas ce que je suis allé faire à Nobila Hôtel. Et je n'ai pas vu quelqu'un également agir dans ce sens-là. Voilà pour l'essentiel de ce qu'on peut retenir de l'atelier. Ce n'est pas un atelier pour réécrire les tests des associations. Ça va se faire en assemblée générale par les membres, les adhérents de ces différentes associations. Voilà. Alors, en dehors de ça, je veux vous poser une question qui fait, un sujet qui fait aussi polémique, c'est comment ce rapport a été présenté à l'atelier, c'est-à-dire quand le comité a rendu le dit rapport, entre le 3 et le 27 mai, pourquoi il n'y a pas eu une vulgarisation pour que tout professionnel des médias qui se sent concerné par ce que vous faites ait au moins une idée du contenu du rapport pour pouvoir apporter sa pierre à cet édifice-là, l'initiative? Merci beaucoup. Le rapport a été rendu le 3 mai au président de l'AS. Et dans la foulée, qui a annoncé que le rapport ferait l'objet de consultations plus larges. D'où l'atelier qui a été organisé. Alors, vous dites, pourquoi tout de suite, il n'a pas mis le rapport en circulation? L'atelier visait à lire, les participants, examiner. Lorsqu'on vous invite à un tel atelier, on vous donne les instruments pour participer à l'atelier. Les participants à cet atelier... Vous avez dit 129 pages, on ne va pas lire 129 pages à un atelier d'une journée. Les participants à cet atelier ont obtenu le test et on peut réfléchir, apporter leurs propositions, leurs idées à cet atelier. Il y a même eu des idées exprimées à cet atelier qui ne figuraient même pas dans les propositions du comité de relecture, mais qui ont été appréciées et ajoutées. Vous voyez Mme Marie-Lou Baloufé qui a fait une proposition mais extraordinaire de la mise en place d'une cellule juridique pour accompagner le PMB. Mais cette idée a été fortement appréciée et a été également ajoutée à ce qui avait été fait. Ouais. Donc, les gens ont eu les rapports. Alors, il s'est passé, petite anecdote, quelque chose au cours de l'atelier. Moi, je ne l'ai pas eu, André, de ça. Est-ce que vous étiez participante à l'atelier? Non. Si on est professionnel des médias. Je même pour l'atelier, malheureusement, je viens. Malheureusement, il aurait peut-être fallu
que l'on publia ou qu'on distribua le rapport à chacun des professionnels des médias. Chacun sera fastidieux. Vous savez, nous parlons d'associations aujourd'hui qui n'ont plus du tout de financement, qui n'ont plus du tout de ressources, qui ne reçoivent plus de cotisations de la part même de leurs adhérents, mais qui doivent tenir un calendrier, qui doivent travailler, qui doivent organiser un atelier. Et c'est vous dire que dans quelles conditions ça a été organisé. Par la grâce de Dieu, on a pu avoir un partenaire qui a accepté de nous accompagner, qui nous a offert son cadre pour l'atelier. Et il y a eu 200 participants à cet atelier. 200. Et au niveau des 200, nous, au niveau de l'UPMB, on a travaillé de façon à permettre à chacun des membres du bureau de l'UPMB de désigner 3 personnes. C'est-à-dire quoi? Ce n'est pas comme avant, où à certaines mandatures de l'UPMB, on a pu voir, c'est le président qui s'enferme dans son bureau, et puisqu'il fallait désigner 75 participants pour l'UPMB, il prend son stylo, il désigne 75 personnes. Oui, ça se faisait ici. Alors, nous, on a dit non. On a travaillé en sorte, avec l'adhésion de la présidente, Zakiat Latoudi, pour faire en sorte que chaque membre de l'UPMB désigne 3 membres. Moi, j'ai désigné 3 membres. Ainsi de suite. Et ces membres-là, ce ne sont pas mes petits frères que j'ai désignés. J'ai désigné des professionnels des médias faisant partie de mon groupe. Et les autres aussi ont fait pareil. Ceux-là se sont retrouvés à l'atelier. Quand on dit, ah non, c'est qui ceux qui sont allés, ainsi de suite. Dans les bureaux des associations, il y a des représentants de différents mettons, acteurs, structures, lobbies, etc. de la profession. Donc, c'est un atelier extraordinairement représentatif. Mieux, l'AS a décidé de réserver un quota, à savoir 50 personnes, pour un certain nombre d'acteurs qui ne sont pas du domaine, notamment les gens de la société civile. J'ai eu le bonheur de travailler avec un grand nom de la société civile dans notre pays, le président Joël Ataï Guédégbé, qui est resté du matin jusqu'à la fin, au soir, avec nous. Et qui montait et descendait, malgré quelques difficultés. Vous voyez, mais qui a participé activement aux réflexions avec nous. Mais vous n'avez quand même pas dit que on a pu, celui-là, l'entreprendre pour un complot contre la profession. C'est un peu lui faire une insulte que de réfléchir de cette façon. Alors donc, à part lui, vous avez un ancien magistrat, M. Tamadao, qui est aujourd'hui au niveau de la cellule, la structure qui s'occupe des données personnelles, mais qui a également pris une part active aux travaux. En dehors de ces acteurs, hors de la profession. Mais il y a une forte mobilisation aussi de nos aînés, les monstres sacrés de la profession. Mais on a beau ne pas les aimer, mais ce sont eux justement qui ont fait aujourd'hui en sorte que moi je sois là en tant que membre de l'UPMB en train d'en parler. Parce qu'il a fallu leur combat pour mettre en place cette structure-là aujourd'hui, CNPA, UPMB. C'est eux qui ont lutté. C'est leur militantisme qui a abouti à ce que nous faisons aujourd'hui. Et ils n'ont pas voulu rester loin. Ils sont venus également apporter leur contribution à ce qui se faisait. Mais j'ai lu des écrits, entendu des discours. On dit, oui, ils veulent revenir. Ils veulent revenir où? Moi, en ce qui me concerne. Et moi et mes amis. Et je crois qu'il y a beaucoup de professionnels des médias aujourd'hui, de ma génération, qui aspirent aussi à jouer les premiers rôles, s'ils ne le font déjà au niveau des associations, et qui militent. Ils ne militent pas pour le retour. Et je ne vois pas. Vous voyez, quand vous prenez le maire de Djougou, Mali Gomina, qui est venu, malgré ses nombreuses occupations, s'asseoir à cet atelier, ce n'est pas pour faire un complot. Vous voyez, est-ce qu'on veut me dire maintenant que Mali Gomina, je ne sais pas s'il veut revenir. Où? Pour aller faire quoi? Vous voyez, on prête des intentions, on fait un mauvais procès aux gens, juste parce qu'au fond, on exécute un agenda caché. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler. Donc, oui, on va revenir cet atelier, sur ce qui explique tout cet atelier a été un succès. Et cet atelier n'a été qu'une occasion pour approfondir le rapport du comité de relecture. Vous savez, moi j'ai donné le rapport du comité de relecture à Deschamps. Que après j'ai écouté parler, ils disent non, on n'a pas eu le rapport. Non, on n'est pas. C'est-à-dire, oui,
On ne peut pas reprocher aux gens de ne pas être dans des lobbies pour exécuter des agendas. Chacun a ses objectifs dans la vie. Mais il y a un peu d'imposture dans ce qui se fait. Il y a un peu d'imposture. Et il faut que les gens soient sincères. Moi, ce qui me concerne, moi et mes amis, et ceux avec qui je partage ce point de vue, nous voulons faire en sorte que la presse béninoise soit dotée d'associations puissantes, fortes, capables d'aider à l'épanouissement des journalistes, capables d'améliorer les conditions de vie et de travail des journalistes. Vous voyez, les entreprises de presse sont à l'agonie. On ne pourra rien faire sans l'apport des pouvoirs publics. Dans tous les pays au monde, c'est le gouvernement, c'est le pouvoir qui impulse une dynamique qui permet aux organes de presse de s'épanouir. Donc voilà un peu ce... Mais quid en dehors de ça, quid des travailleurs de l'audiovisuel du public, puisqu'ils s'estiment exclus parce qu'ils n'ont pas de représentants dans tout ce que vous avez fait. Que répondez-vous, puisque nous sommes là pour parler de cette polémique? Merci beaucoup. Pas exclusivement parler des travaux que vous avez fait aussi. Vous faites déjà bien de conduire cet entretien de façon à nous permettre de parler de l'essentiel, à nous permettre de parler des vraies questions, des vraies préoccupations des professionnels des médias, les vraies préoccupations majeures des professionnels des médias, et non de ce qui, de mon point de vue, relève de l'accessoire, de l'anecdote. Le service public, vous savez, j'ai la grâce, il y a eu la grâce, l'honneur, le privilège d'être le journaliste de la presse audiovisuelle privée qui collabore le plus avec le service public. Je fais beaucoup d'émissions avec l'ORTB. J'ai beaucoup d'amis à l'ORTB. J'ai beaucoup d'interactions avec nos amis de l'ORTB. Mieux, le secrétaire général du syndicat de l'ORTB actuellement, c'est un ami, c'est un frère. Je suis extrêmement solidaire du mandat qu'il exerce à la tête du syndicat de l'ORTB. J'ai même, à des moments donnés, peu ou prou, accompagné la dynamique qu'il a portée à la tête de ce syndicat, bien qu'étant du privé. Parce que vous savez, on a des amis à gauche et à droite. Et c'est comme ça que le monde évolue. Alors, lorsque je vois mon frère dans cette posture, alors moi, ça m'inquiète. Et je l'ai appelé. J'ai parlé avec lui. Nous avons fait en sorte de l'écouter et de lui expliquer comment ça évolue. C'est la première fois de mémoire de journaliste. Dieu sait que j'ai quand même compté des années dans cette profession. C'est la première fois que je vois l'ORTB, non, le syndicat de l'ORTB, se mobiliser à ce point pour parler de la corporation. C'est une bonne chose. Il faut saluer ça. Ah oui, cet intérêt du syndicat de l'ORTB pour la vie des associations des professionnels des médias, c'est une très bonne chose. Mais là où le bas blesse un peu, c'est le contenu des discours. La préoccupation de nos amis du syndicat de l'ORTB, c'est que l'ORTB aurait fait l'objet d'une exclusion des réflexions en cours autour de nos tests, ce qui est totalement inexact. L'ORTB est une entreprise de presse au même titre que les autres du pays. Il n'y a pas de privilège. C'est le service public. C'est vrai. Nous reconnaissons également sa place. Mais il n'y a pas au sein des associations, il n'y a pas de privilège. Je suis au sein du bureau de l'EPMB, au même titre que mon frère et ami, Prévet Anoutéou, deuxième vice-président. D'ailleurs, Prévet, nous travaillons ensemble. D'accord? Au sein de nos associations qui nous ont portés vers l'EPMB. Oui. Il y a d'autres amis de l'ORTB qui sont dans les bureaux, que ce soit de l'EPMB, du CNPA, ainsi de suite, qui représentent le service public dans les associations. Vous voyez. Et ceux-là, comme je vous l'ai dit, au niveau de l'EPMB, moi, en tant que membre du bureau, j'ai désigné 3 participants. Eux aussi, ils ont désigné chacun de 3 participants qu'ils ont envoyés. Donc, ils étaient bien dans le comité. Je viens. La même démarche a été faite au niveau du CNPA. Je les ai entendus dire
celui qui a représenté le service public dans le comité de relecture Et à la retraite. n'en avait pas la qualité. Mais je dis, il faut se réjouir de ce qu'aujourd'hui le syndicat de l'ORTB s'intéresse aux associations et souhaiter qu'ils aillent plus loin en adhérant à l'EPMB, en faisant en sorte qu'il y ait beaucoup d'adhésion au niveau du service public à l'EPMB. Plus on est fort, mieux on pourra réussir nos différentes missions. Alors, on parle d'un ancien directeur général de l'ORTB. Il est à la retraite. Pourquoi, lorsqu'il est admis à faire valoir ses droits à la retraite, mais pourquoi on n'a pas vu le syndicat écrit par exemple à l'AS ou bien au CNPA, puisqu'il est membre du CNPA, pourquoi on n'a pas écrit pour dire, écoutez, notre directeur, pourquoi il est à la retraite et continue de nous représenter? C'est comme si aujourd'hui, sur ils ont découvert qu'il continuait d'être dans les associations. Mais à qui veut-on reprocher maintenant le fait de n'avoir pas agi en son temps? Et maintenant, on s'accroche à ça. On en fait un alibi pour, en réalité, rejeter le travail accompli par tous ces gens, par ces représentants de groupes, d'associations dans la presse. Oui. On parle aujourd'hui de Joël Mondolo comme c'est quelqu'un qui méconnaîtrait la vie, les réalités du service public. Oui, je suis d'accord avec eux quand ils pensent qu'il est déjà à la retraite et qu'il n'est pas assez représenté. Mais c'est à eux de le remplacer. Ce n'est pas moi qui irai remplacer en lieu et place de nos amis de l'ORTB, leurs représentants. Si moi, mon groupe pense que je ne les représente plus, je n'ai plus la qualité pour les représenter, mais il ne faut pas attendre que quelqu'un vienne agir à leur place. C'est comme ça que ça se passe. Alors aujourd'hui, on reproche, on dit, ah non, non, ils ne nous représentent pas. Vous savez, il y avait au moins 15% de participants du service public à l'atelier. Nous, on a eu beaucoup de contacts avec le secrétaire général. J'ai même dû aller l'affronter sur le plateau de la télévision nationale. Où, avant ça, j'ai échangé avec lui. On ne peut pas aller se donner un spectacle. Ce qui se fait, il faut qu'on échange. C'est dans le sens d'améliorer les choses. Nous sommes de la génération appelée à prendre les rênes de la corporation et faire en sorte que nos jeunes frères qui arrivent militent dans des associations meilleures, dans des associations plus solides, plus résilientes. Donc ce n'est pas au moyen de conférences de presse, de contradictoires sur des plateaux qu'on va régler les problèmes de l'heure. Alors du coup, on a compris que au fond, il y avait un agenda à exécuter. Sinon, c'est quand même inédit que le syndicat de l'ORTB fasse conférence de presse et dise non, on est exclu. Alors que l'ORTB compte ses représentants, comme je l'ai dit, dans les différentes associations. Et l'ORTB, les représentants ont désigné d'autres agents de l'ORTB et qui sont venus à l'atelier. Ils étaient nombreux. Et je me rappelle ce matin, j'ai encore passé un coup de fil avec d'autres confrères à notre frère Amel de Soukago. Nous, viens, on va travailler ensemble. Viens, on va travailler ensemble. Parce que vous savez, moi, je suis dans les associations, pas pour exécuter un mandat de quelqu'un. J'exécute un mandat des miens. Bien sûr. Alors, on a passé suffisamment de temps, nous avons notre position, par exemple, sur les différentes options proposées. Sur la question de la désignation, je vous l'ai dit à l'entame de cet entretien, que moi, personnellement, j'étais absolument contre la suppression des élections. Mais il a fallu que je rentre dedans et que je lise les thèses, les propositions qui sont faites, que j'écoute les uns et les autres, pour me rendre compte qu'en fait, il était devenu impérieux de mettre fin à cette hérésie que nous organisons, l'élection. Et quelque part, au fait, à la place peut-être de l'ORTB, enfin, du secrétaire général du syndicat de l'ORTB, peut-être que j'aurais fait pire, parce qu'en réalité, vous savez, tel que les choses se passent aujourd'hui, jamais vous et moi, journalistes de l'audiovisuel privé, ne pourront aller à la HAC par élection. Oui, c'est ce qui se passait. Généralement, on élisait, on votait pour des candidats du service public. Parce qu'ils sont les plus nombreux dans notre domaine. Ils sont les plus nombreux. Les seuls qui ont réussi à leur ravir la vedette, c'est l'affaire CAB, les radios locales, communautaires. Voilà. C'est eux qui ont réussi à travers la personne, je crois, du conseiller Kimba Abassé-Guéré. Alors, ça veut dire que si on doit maintenir le statu quo, nous, on n'aura jamais la chance d'aller siéger à la HAC.
Mais avec la désignation, et ça va être moi ma position, la position de mon groupe, lorsqu'on va aller en Assemblée générale pour entériner les tests au niveau de la désignation, nous on ne va pas dire, on va soutenir que bon voilà c'est le comité qui s'assoit et puis désigne. On va quand même dire, bon, le comité peut être un outil qui propose des candidatures à l'AS, puis l'AS vote pour élire ceux qui iront représenter les médias à la RAC. Nous, c'est notre idée, ça. Mais on ne peut pas faire ça en restant loin. On ne peut pas faire ça en faisant des audiences à gauche, à droite. Mais il faut être dedans. Plus on est nombreux dedans, mieux on pourra faire passer nos idées. Et c'est nous, notre façon de travailler. Vous savez, il y a quelques années, avant, lorsque les présidents des bureaux de l'EPMB organisent les assemblées générales, ordinaires ou choses, les journalistes ne s'intéressaient pas aux tests. On venait, et puis voilà, en une demi-journée, on applaudit, et puis on se sépare. C'est quelques éléments qui sont dans la salle. Les journalistes sont nombreux dans les AG que quand il s'agit d'AG électives, parce que chaque candidat recrutait, d'accord, journalistes ou non journalistes, à qui on payait les adhésions, et ils sont dans la salle, ils remplissent la salle pour voter. On finit de voter, je suis élu, et ils s'en vont, ils ne sont pas journalistes, et ils ne s'intéressent plus à la vie associative, ainsi de suite. Alors, au cours de l'une des assemblées générales organisées par, à l'époque, le conseiller Franck Bochemin, que je voudrais bien saluer au passage, nous, mon groupe et moi, vous savez ce qu'on a fait? On a volé les tests. Nous avons volé les tests de l'EPMB. On était déjà membres, hein, mais on a volé les tests. Parce qu'on s'est dit, si jamais on commence à réclamer les tests, l'on pourrait nous prêter des intentions et peut-être faire du dilatoire autour et ne pas nous permettre d'avoir accès aux tests. Nous avons volé les tests. Et nous sommes allés en séminaire, mon groupe et moi. On a pris 4 jours pour étudier statut, règlement intérieur. Et on a fait nos amendements article par article. Article par article. Et une fois à l'AG, alors on s'est dispersé dans la salle. On s'est distribué les rôles. Sur telle disposition, toi tu prends. Sur telle autre, et ainsi de suite. Et dans la salle, lorsqu'on évoque une disposition, nous, un membre de mon groupe se levait, exprimait un amendement que nous, on accompagnait dans un mouvement d'ensemble. Et c'est au milieu de cette activité que le président de l'UPMB, Franck Bochemin, s'est rendu compte qu'il y avait une dynamique dans la salle, qu'il y avait une organisation dans la salle. Et à l'époque, il nous avait même traité de défense en ligne. Croyez-moi, ça ne lui avait pas plu. Et Dieu sait qu'il n'a pas pu s'en cacher. Ça a rendu un peu compliqué nos relations à l'époque. Mais nous, c'était notre façon de militer. Alors, c'est à cette époque, par exemple, que nous avons fait enlever des tests de l'EPMB. Hein? Nous avons inscrit dans ces tests-là qu'il n'y aura plus d'adhésion à l'EPMB à 6 mois d'élection d'Assemblée générale élective. Donc, cette manœuvre qui consistait à remplir le corps électoral de gens qui ne sont même pas journalistes juste pour aller voter, on a mis fin à ça. Vous comprenez? Donc, ce n'est qu'en militant au sein des associations qu'on pourra faire changer les choses, alors, pas en restant loin. Oui, vous avez trouvé la bonne transition pour qu'on parle finalement de ces recommandations, parce qu'on a suffisamment parlé des grincements de dents, de tout ce que nos confrères ou les confrères reprochent aux travaux qui ont été faits. Alors, en dehors de ça, malgré tout, le travail a été fait, les tests, la proposition du comité a été soumise à examen, ce que vous avez d'ailleurs expliqué de long en large. Qu'est-ce qui va changer selon les propositions qui ont été faites, qui sont laissées évidemment au bon vouloir ou à la volonté de l'Assemblée générale des fêtières? Vous savez, à cet atelier, nous avons fait 29 recommandations. 29. Mais à écouter un peu les gens aujourd'hui, vous avez l'impression qu'on est allé là-bas que pour parler de désignation. Peut-être parce que les élections viennent. Elles sont peut-être à 2 ans et demi. À la RAC, bien sûr. Chacun regarde là où ça le gratte. Les préoccupations des professionnels des médias ont fait l'objet de 28 recommandations. La 29e recommandation qui concerne la désignation, mais c'est ça qu'on monte en épingle aujourd'hui. J'ai suivi encore récemment mon cher ami, mon cher frère Ahmed de Soukago, qui était à une audience chez le président de la RAC. Ça, le président de la RAC
c'est un sage qui a l'écoute des professionnels des médias. La preuve, en accordant cette audience, ça montre son sens de l'écoute. Vous comprenez? Moi, j'espère qu'il plaira au chef de l'État de lui renouveler sa confiance pour tout ce qu'il a accompli et pour tout ce qu'il fait, les efforts qu'il fait, pour nous aider, pour aider la presse béninoise à s'épanouir. Demandez si Alors, vous êtes en campagne. Je ne suis pas en campagne pour lui. Vous savez, lui, il est nommé. Je ne suis pas en campagne. Moi, je dis, j'estime qu'il plaira au chef de l'État qui peut le nommer, renouveler son mandat, de lui renouveler sa confiance. Parce que désormais, vous savez, le constituant béninois a permis qu'il soit envisageable un deuxième mandat à la RAC. Si on a aligné maintenant les mandats, tous les mandats électifs, voilà, sur le même régime. D'accord. C'est peut-être cette possibilité qui explique certaines manœuvres auxquelles on assiste aujourd'hui. On est encore bien loin de désignation à la RAC. Il reste encore 2 ans ou voire plus. Mais quand vous écoutez certains discours, les gens ne s'accrochent qu'à désignation. Comme si, au fond, quand on envoie les gens à la RAC, ils changent la vie des professionnels des médias. C'est faux. Aller à la RAC au nom des professionnels des médias, vous savez, c'est une sorte de reconnaissance. C'est-à-dire quoi? Vos confrères, vos consoeurs vous envoient à la RAC parce qu'ils reconnaissent votre parcours. Ils reconnaissent ce que vous avez accompli dans la profession. Ils ne vous envoient pas pour aller changer quoi que ce soit. Est-ce que depuis qu'on a créé la RAC, est-ce que vous avez vu quelque chose changer dans la profession parce qu'on a élu X ou Y à la RAC? Rien. Changer, parce que ce n'est pas possible. Justement, ils ne sont que 3 sur 9. Les choses changeront seulement le jour où le politique voudra que ça change en faisant en sorte qu'il y ait plus de représentants des médias au sein de cette institution. Mais c'est les politiques qui vont là-bas. Nous ne sommes que 3, donc minoritaires. C'est pourquoi on n'a jamais réussi à changer quoi que ce soit. Et lorsque moi j'entends les collègues, les confrères reprocher à ceux qu'on envoie à la RAC, voilà, depuis qu'on l'a envoyé à la RAC, on ne le voit pas. Il ne fait rien. Mais il ne peut rien faire. Et en plus, le monsieur a dû dépenser, il a dû se saigner, en quelque sorte, en guillemets, payer sa désignation, son élection, pour aller à la RAC. Et vous voulez qu'il revienne dire quoi? Et à la RAC, on n'exerce pas un mandat politique, je ne sais pas, pour qu'on attende un retour d'ascenseur de la part de celui qu'on aurait envoyé à la RAC. C'est pourquoi, lorsque les gens ne s'accrochent qu'à ça, pour dire désignation, on veut exclure, je peux comprendre que le syndicat de l'ORTB pense que si on annule l'élection, ça fait moins de chances pour eux d'être toujours à la RAC. Parce que généralement, c'est eux qui y vont. Mais quand on parle de désignation, le mot n'exclut pas toujours l'élection. Je vous ai dit que moi, en tant que moi, avec mon groupe, quand on va aller à l'Assemblée générale pour entériner ces tests, nous allons tout faire pour maintenir quand même l'élection à un niveau de désignation. C'est-à-dire quoi? Le comité qui va être mis en place, nous, on veut faire en sorte, notre proposition, c'est que ce comité reçoive les candidatures, étudie les candidatures et retienne un peu comme, vous voyez, la RAC propose des gens au gouvernement pour que le gouvernement nomme les responsables de l'ORTB. La RAC ne les nomme pas directement. La RAC fait appel à la candidature. Les gens vont et la RAC étudie, retient 2 ou 3 qu'on soumet au gouvernement. Et c'est le gouvernement qui nomme. On peut faire en sorte, en fait, que l'AS demeure toujours la structure qui désigne, mais que le comité qui est mis en place aide l'AS dans le processus de désignation. On étudie les candidatures et on propose 2 ou 3 à l'AS. Et au sein de l'AS, les membres de l'AS maintenant peuvent procéder au vote pour désigner celui qui ira à l'AS. Est-ce que c'est dit explicitement comme ça dans les propositions? Ce n'est pas dit. Je dis si, non. Les propositions, c'est la position que nous on va. Si les propositions faites sont silencieuses sur le mode de désignation. Ah non, c'est pas silencieux. Vous savez, justement, à l'atelier, je vous ai dit, on a créé un groupe de travail AS et désignation. Vous savez que c'est le groupe où la plupart des représentants de l'ORTB sont allés s'inscrire. Ils ont participé et le groupe fait partie, je crois que ça doit faire partie des groupes qui ont reçu le plus de participants. Et le débat était houleux là-bas. Mais ils n'ont pas réussi à changer quoi que ce soit, puisque les recommandations de ce groupe ne sont pas allées dans le sens de non, maintien d'élection. Au contraire. Ça veut dire qu'ils sont venus. Quand ils sont venus, ils ont pris les tests, ils ont lu. Ils n'ont pas vu des tensions malsaines, ils n'ont pas vu de complot ou d'exclusion. C'est pourquoi ils ont participé activement aux réflexions dans ce groupe-là. Et après, ça s'est reflété dans les recommandations qui ont été faites. Lesquelles recommandations ont été reprises dans le rapport général.
À aucun moment au cours de nos réflexions, au cours des débats à l'atelier, il n'a été question de dire non, on doit maintenir l'élection. Jamais. Tout le monde est allé dans le sens de la désignation. Maintenant, quand on va ouvrir le débat au cours des assemblées générales, on pourra toujours amender le processus de désignation. Et ça va être, c'est ma position à moi, c'est la position de mon groupe, c'est de faire en sorte que, une fois en âge extraordinaire, qu'on voit comment on fait en sorte quand même à maintenir l'élection au niveau de l'AS. Mais aujourd'hui, on ne pourra plus faire élection pour dire on va à la HAC, alors du coup, on organise des meetings, des concerts, ainsi de suite. Je crois que ce n'est pas normal. Et lorsque l'on s'affiche ainsi, vous savez, à l'ORTB, ce sont mes amis, je vous l'ai dit, c'est ma maison. Ce n'est pas non plus un procès pas du tout. De l'ORTB, il ne faudrait pas qu'on... Vous savez, dans le service public, peut-être que certains parmi nous auraient aimé faire carrière dans le service public. Vous savez que dans le service public, eux, ils ont leur salaire régulier, ça tombe à la fin du mois. Mais dans le privé, combien de professionnels des médias ont leur salaire? La convention collective n'est toujours pas une réalité. Alors que déjà, il faut la relire. Alors, le code, la loi organique de la HAC est devant l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, on réfléchit. Il y a des recommandations dans le sens de faire un plaidoyer pour également apporter nos amendements à cette loi organique. Il y a beaucoup de chantiers qui attendent. Mais ceux qui prennent la parole ne s'intéressent point à ces préoccupations qui concernent le plus grand nombre. Mais les gens ne parlent que de désignation, comme si au fond, envoyer quelqu'un à la HAC va changer la vie de la population, c'est faux. Et maintenant, est-ce que vous ne trouvez pas curieux? Le silence, par contre, que les gens observent par rapport à la CBDH. Mais notre représentant à la CBDH est désigné de la même manière qu'il faut désigner quelqu'un à la HAC. On a dit désignation. La loi, aucune loi n'a dit qu'il faut voter pour élire, pour envoyer les gens à la HAC. Désigner, on a dit. On a dit la même chose pour le gouvernement, la même chose pour l'Assemblée. C'est nous qui avons amené l'élection. Mais on a désigné Apollo Médico Adjovi à la CPDH. Vous savez pourquoi personne ne dit rien? Parce qu'au fond, les gens n'avaient pas su et doivent continuer d'ignorer que, en fait, la CBDH également, désigné à la CBDH. Que la CBDH également, c'est bien. Je crois qu'on doit avoir rang de ministre à la CBDH. Quand ils le sauront, la prochaine mandature de CBDH, vous allez voir encore beaucoup d'engouement autour. En fait, c'est ça. Alors, mais est-ce que, André Dossat, les propositions également sont allées dans le sens où on revoit le nombre de professionnels que nous devons désigner à la RAC, par exemple? Alors, pour ça, par exemple, il faut que nous soyons assez soudés, mobilisés pour agir sur les... Vous avez dit que la loi organique de la RAC aujourd'hui est devant l'Assemblée nationale. Mais malheureusement, on ne sait pas encore le contenu. C'est à nous. Moi, j'ai le contenu. Parce que j'ai cherché à la voir. D'accord? Et beaucoup également s'organisent. Normalement, les énergies que nous déployons aujourd'hui à créer désignation là, on devrait plutôt les orienter dans ce sens-là. Comment faire en sorte que désormais, les politiques nous permettent d'être plus nombreux à la HAC et non l'inverse. Ça ne me préoccupe pas. C'est vous dire qu'il y a un agenda caché que les gens sont en train d'exécuter. 29 recommandations, 28 concernent les problèmes réels de la corporation. Mais ça ne préoccupe pas. Vous voyez, le agenda, eux aussi estiment que vous avez aussi un agenda compte tenu du timing. C'est quand même, je pense que c'est que les gens manquent un peu de stratégie. On ne peut pas crier désignation. Pour une échéance qui est encore dans 2 ans, et laissant de côté les autres défis qui ont fait l'objet des réflexions. Parlons justement de ces défis-là, puisque nous, on est bien curieux de savoir qu'est-ce qui va changer maintenant. Mais ce qui va changer, déjà, il y a un groupe, le groupe notamment qui a travaillé sur les perspectives, qui a suggéré que l'on crée dans notre pays aujourd'hui un ordre des journalistes, ou à défaut, une chambre des journalistes. Cela aura l'avantage de nous donner une nouvelle, je veux dire, légitimité au niveau de la population. L'ODEM ne sera plus une structure, un bras technique de la profession. Ça va être intégré à cet ordre-là. Vous savez, un peu comme l'ordre des avocats, l'ordre de ainsi de suite, les autres qui existent. Les autres sont reconnus par le gouvernement, mais pourtant sont autonomes. Ce n'est pas le gouvernement qui gère l'ordre des avocats. D'accord? Ils sont autonomes. D'accord? Mais si on crée l'ordre des journalistes, ça va être reconnu par le gouvernement également. Et ça va être une institution plus forte.
mieux structurée, mieux organisée. Plutôt qu'aujourd'hui, les fêtiers qu'on a, CNPA, UPMB, qui se retrouvent au sein de l'AS. Donc, en fait, il y a cette proposition. Il y a aussi que, aujourd'hui, en attendant d'aller peut-être à la création de l'ordre des journalistes, il y a une recommandation qui demande, par exemple, que les fêtiers soient gérés autrement. L'UPMB, je vous ai dit, il y avait une sorte de patrimonialisation de l'UPMB. Celui qui arrive à se faire élire président de l'UPMB, au fond, gère l'UPMB un peu comme son patrimoine. Ça il n'en sera plus question. Voyez. On a proposé un nouveau management de cette association-là. On a proposé qu'au niveau du CNPA, l'on sache concrètement qui est patron de presse. Qui peut être considéré comme patron de presse au sein du CNPA? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens prennent la parole. Beaucoup de gens se font passer au fond pour ceux qui ne sont pas. Oui, il faut mettre de l'ordre dans ça. Il faut assainir la corporation, assainir le syndicat des patrons de presse. Il y a une recommandation qui veut que l'UPMB, désormais, adhère à l'une des centrales syndicales pour mieux porter le combat. Parce que le PMB a une association qui a une vocation syndicale. Mais depuis que nous existons, on n'appartient à aucune centrale syndicale. Ceci n'est pas bien. Les participants ont proposé qu'on aille dans ce sens-là. Il y a énormément de recommandations allant dans le sens de l'amélioration de l'animation de la vie associative. Désormais, par exemple, le directeur de la maison des médias ne pourra plus faire partie du conseil d'administration. Il faut réveiller la maison des médias. On a réfléchi dans ce sens. Vous voyez, je crois que si nous allons en assemblée générale extraordinaire, ainsi que le recommande l'atelier, et que même si nous n'entérinons pas tout, et qu'on prend, il y a des recommandations très pertinentes qui ont été faites par l'atelier, et qu'on les intègre au test, nos associations vont mieux nous représenter, vont mieux animer la vie associative et la profession, et pourront mieux faire agir, mieux obtenir des solutions, l'accompagnement, l'appui des pouvoirs publics pour que le secteur des médias sorte de sa léthargie actuelle. Et il y a cette recommandation, par exemple, qui veut qu'avant qu'un professionnel n'adhère à l'UPMB, qu'il soit parrainé, c'est l'expression parrainé par au moins 2 anciens de la profession. Est-ce qu'en proposant cela, c'est vrai que ce n'est pas déjà adopté d'office? Est-ce qu'en proposant cela, vous laissez la main comme ça aux jeunes qui veulent militer? Là, il faudra forcément être parrainé, mais si je ne connais personne dans la profession et je veux militer, alors que vous avez dit l'idée, c'est de réorganiser les fêtières, est-ce que là, il n'y a pas un problème dans cette proposition? Je vous ai raconté une anecdote tout à l'heure, comment un peu on adhérait à l'UPMB. C'est à l'occasion des assemblées générales électives, on rassemblait les gens. Mais la solution est-elle déjà cette initiative-là? Alors, l'idée que vous évoquez, si vous êtes journaliste, ou vous êtes en freelance, ou vous appartenez à une rédaction. Si vous êtes journaliste et que vous appartenez à une entreprise de presse, vous ne devez pas avoir de problème pour prouver votre qualité de journaliste, pour prouver que vous êtes, pour le parrainage que vous évoquez. Si vous êtes en freelance également, vous devez pouvoir également prouver que vous êtes journaliste en freelance. Oui. Déjà, d'ailleurs, parmi les recommandations, il est demandé que désormais, la carte de presse, que l'on puisse l'obtenir à tout moment. Et non attendre qu'on lance, la RAC lance un appel pour que les professionnels comme les cartes d'identité, dès qu'on en a besoin. Quitte maintenant à vérifier effectivement la qualité de journaliste, tous les critères que la RAC a édités avant d'attribuer la carte de presse, mais que l'on puisse le faire à tout moment. Vous savez, moi, je viens de déposer une demande de renouvellement de ma carte de presse, oui. Parce que je l'ai perdue. Et moi, je l'ai perdue, ça fait un moment. Mais je n'ai pas trouvé utile, important, vu que les avantages derrière ne sont pas ça ne sert, encore visibles. Excusez-moi, à rien. On n'a pas pu être assez fort pour au moins rendre notre carte de presse mais utile. Vous voyez, on ne pourra le faire que si nous avons des associations très fortes, mobilisées. Et nous, des associations que l'on attaque tout le temps pour régler des problèmes personnels. Il semblerait qu'au sein du CNPA, ils ont un petit souci au sein du CNPA. Mais ce souci ne doit pas empêcher la corporation d'évoluer. Et il n'y a pas que ces acteurs-là dans la profession. La grande masse qui est là, que nous représentons,
qui attendent de nous que nous agissions, que nous leur proposions des solutions. Cette grande masse-là ne s'intéresse pas à l'élection de quelqu'un à la HAC. Et cette échéance-là est encore très loin. Malheureusement, en mode de ça, nous n'avons pas plus beaucoup de temps, puisque nous avons passé suffisamment de temps sur les problèmes, les remous de ces travaux qui ont été organisés. Mais dites-nous déjà, quel sera peut-être l'avenir de tout ce que nous avons dit pendant ces minutes? L'avenir, je vous promets, de la presse béninoise est porteur de beaucoup d'espérance. Le travail qui est en train d'être fait vise à offrir à notre profession, à notre corporation, des perspectives heureuses. C'est vrai, il ne faut pas s'attendre à ce qu'une réforme fasse l'unanimité. Ce n'est pas possible. Ou alors, ça n'est pas une. La réforme, ça a pour but de déranger les habitudes, de bousculer les habitudes, et d'imposer de nouvelles pratiques. Donc, c'est normal qu'il y ait quelques mécontentements, quelques incompréhensions autour. Mais à la fin, je suis convaincu que ceux qui, pour le moment, ne comprennent pas, ceux qui de bonne foi interviennent, ils comprendront, ils seront peut-être aussi les premiers bénéficiaires. Quant à ceux qui, tout en sachant le bien fondé, la pertinence de ce qui se fait aujourd'hui, continuent quand même de lutter, de combattre, d'écumer les plateaux de télé pour tenir certains discours, il faudra leur dire, pour le moment, et jusqu'à nouvel ordre, la vie associative au niveau de notre profession, ça se déroule au sein des fêtières. Ça n'a pas changé. L'AS est la fêtière des fêtières. C'est à ce niveau-là que se prennent les décisions. Et ceux qui le font, ceux qui agissent, ils savent, ils en sont conscients. Sinon, ils ne seraient pas allés au tribunal. Moi, déjà, le matin de l'atelier, j'ai vu des pères de famille au tribunal tentant de faire annuler un atelier organisé par la corporation. Et évidemment, ils ont été déboutés. Parce qu'une telle démarche ne pouvait pas prospérer. Donc, il faut que les gens reviennent à la raison. Nous avons la responsabilité de changer le paradigme de la presse béninoise, de changer le visage de la presse béninoise, de doter notre pays d'une presse mais dynamique, avec des institutions fortes qui peuvent regarder, enfin, faire face au pouvoir public et obtenir des choses, faire fonctionner le FADEM, faire financer les entreprises de presse à travers le FADEM pour que le professionnel des médias du Bénin soit épanoui, travaille dans des conditions moins misérables. Donc, je vais vous dire pour conclure qu'aucun test des associations professionnelles n'est entériné par l'atelier. L'atelier a approfondi le rapport de comité de relecture et maintenant envoie chaque structure à son assemblée générale pour aller entériner ou non les options qui ont été faites par le comité de relecture. Et nous avons fait 29 recommandations, dont 28 concernent nos problèmes, concernent la vie des entreprises de presse, la vie des professionnels des médias, et il n'y a qu'une seule et anecdotique recommandation qui parle de désignation. Et contrairement à ce que les gens disent aujourd'hui, la désignation, c'est totalement accessoire par rapport aux préoccupations majeures de la corporation. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, André, de ça. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'est tout pour l'entretien de ce dimanche consacré à nous-mêmes, professionnels des médias, puisqu'il faudrait bien qu'on trouve le créneau de parler de notre profession. Voilà, c'est fini pour l'entretien de ce dimanche. Merci de nous avoir suivis. Et Dimanche c'est politique se poursuit avec les rubriques restantes de cette journée.